ravie d'animer cette séquence sur la séquence que je vais vous présenter. Donc moi, je suis Emmanuelle Caillé, je représente le mouvement social de la Mutualité française. Voilà, on a depuis hier, pour ceux qui étaient là, ça a été encore évoqué tout à l'heure, la question de l'articulation entre les porteurs d'actions innovantes, les porteurs de projets qui intègrent une démarche de l'aller vers que vous êtes fort nombreux aujourd'hui, et l'articulation avec les pouvoirs publics et la priorisation dans les politiques publiques est une vraie préoccupation. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'être dans une séquence de partage. Alors c'est un peu périlleux parce qu'on n'a que 45 minutes, enfin on a une petite heure en fait pour échanger entre nous. Donc on va, je pense, favoriser aussi l'échange avec vous pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas vraiment à vous mettre dans cette dynamique de nous interroger. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'articuler de manière un peu plus fluide et plus fine. Je repartirai bien de l'intervention tout à l'heure du collègue de la soupe au caillou 44 qui disait qu'il se sentait ici dans un environnement vraiment propice à la co-construction, qui sentait cette atmosphère du travailler ensemble qui était vraiment palpable, à la fois dans l'accueil qui nous est fait par l'équipe d'Avosoin, par tous les bénévoles, mais aussi par vous tous et toutes aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de poursuivre cette table ronde dans ce sens-là, sur vraiment l'articulation et pas dans une opposition financeur-acteur et porteur de projet. Donc on va démarrer tout de suite par Philippe Grosvalet. Donc vous êtes sénateur depuis septembre 2023. Vous siégez à la Commission des affaires économiques. Donc vous avez quelques sujets à venir dans les prochaines semaines, me semble-t-il. Et puis vous avez été par ailleurs président du Conseil général et du Conseil ensuite départemental de Loire-Atlantique. Donc peut-être voilà la première intervention pour vous. Peut-être d'abord pour nous partager cette appréhension ou définition de la démarche de l'aller vers, hein, que vous liez quand même assez fortement à l'évolution et la transformation des services publics. Et puis la petite question qui gratte un peu quand même, comment est-ce que vous voyez aussi l'action des pouvoirs publics, à la fois en tant que législateur et puis acteur de terrain, sur ces questions-là. Je commence par vous parce que vous m'avez dit en préparant la table ronde que vous alliez plomber le sujet, et comme ça ensuite Madame Burbin et Monsieur Gauthier auront à remonter le moral des troupes. Donc voilà, je vous donne. Ça fonctionne, oui. Bonjour, merci, et merci à toutes et à tous, et merci d'être venus jusqu'à moi finalement, puisque j'habite à 50 mètres de ce lieu, de ce lieu emblématique qui a été à l'origine de la destruction totale de cette ville, et qui a été réinvesti pour y faire la fête. Vous voyez, donc il y a tout un symbole. Et merci donc d'être venu jusqu'à nous, au fond, et pour nous éclairer aussi sur l'ensemble de ces initiatives. Oui, non, je sais pas tant que je vais plomber l'ambiance, non, mais vous participez finalement à occuper tous les trous de la raquette. Et des trous, il y en a beaucoup dans la raquette, et on le voit d'ailleurs au travers de l'exposition simplement de vos initiatives et des véhicules dans tous les domaines, de la santé bien sûr, puisque c'est sans doute ce qui domine, mais aussi de la culture. Et nous voyons bien que, au fond, tous ces trous dans la raquette, que ce soit sur le plan géographique, on parle beaucoup de ruralité, mais on parle moins de la désertification dans certaines zones de ville, et où que ce soit des trous sur le plan social, évidemment, ou culturel, nous voyons bien que d'occuper tous ces espaces, c'est tout un programme, et que au fond, ce n'est pas non plus tout à fait ancré, alors je le dis devant des responsables d'administration, ni dans la culture des politiques, ni dans la culture de l'État, des administrations, même si évidemment on peut toujours trouver des exceptions, parce que nous sommes au fond des sédentaires, et que tout ce qui touche au nomadisme évidemment inquiète toujours. Et donc vous vous interrogez. Moi j'ai le souvenir d'Avosoin, la première fois où ils sont venus me voir au conseil départemental pour me présenter cette idée.
Bon, j'ai adhéré immédiatement à l'idée, mais entre adhérer à l'idée et ensuite accompagner, financer, convaincre nos propres services, même nos propres élus parfois dans une équipe, que l'idée est bonne, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Et puis nos structures, nos agents, nos budgets sont tellement à la fois contraints et déjà orientés vers des choses que c'est très difficile, c'est le thème de cette table ronde, c'est toujours très difficile d'innover, d'inventer, de proposer et de faire des propositions différentes, même quand on sait qu'elles sont d'utilité publique. Donc c'est une gageure et en ce sens, je ne sais pas si je suis optimiste, mais en tout cas, je pense que vous êtes des précurseurs. Et comme toujours dans une société, quand on invente, quand on met un peu le poil à gratter d'une société pour montrer à une société ce qu'elle ne fait pas bien ou ce qui va mal, eh bien évidemment, voilà, on peut prendre plein d'exemples. Les Restos du Cœur, par exemple, ont été un de ces exemples que j'ai vécu, moi, qu'on a vu arriver étant jeune, d'une initiative qui montre un sujet grave, en l'occurrence la pauvreté et la question de l'alimentation, et qui évidemment trouve des solutions, qui trouve des financements, et en ce sens, et qui ensuite évidemment sont lentement digérés par la société. Donc des exemples comme ceci, on en a plein, et il faut que nous soyons, nous, en tout cas les responsables politiques et les législateurs que je suis devenu aujourd'hui, extrêmement attentifs à ces initiatives pour qu'elles permettent justement de faire progresser l'ensemble de la société. On l'a vu hier, encore ce matin, la démarche d'aller vers n'est pas nouvelle. Pour autant, aujourd'hui, un des canaux de soutien et d'accompagnement des politiques publiques, c'est cette notion d'innovation. Alors, du coup, je poserais bien la question d'abord à Karen Burvin-Evans. Vous êtes directrice de la santé publique, santé environnementale à l'ARS. Donc voilà, vous pilotez les actions de prévention, promotion de la santé, gestion du risque, veille et santé environnementale, donc des sujets qui, pour beaucoup, vous concernent. Et du coup, même si on sait que cette démarche de l'aller vers n'est pas innovante en soi, puisqu'on l'a vu hier, elle existe sous toutes ses formes, et la question centrale, c'est bien la question de l'entrée en relation du lien, et donc ça, on va dire que finalement, c'est pas nouveau. Pour autant, comment est-ce qu'on peut raccrocher cette démarche de l'aller vers à ce critère, je dirais, de l'innovation, qui est aussi un indicateur et un indicateur fort, vous, dans le choix et dans l'accompagnement possible? Merci. Alors effectivement, mon propos, il va être teinté de mon expérience aujourd'hui à l'Agence régionale de santé, mais aussi de mes autres expériences professionnelles, puisque j'ai été directrice du CCAS de Nantes pendant plusieurs années, et de fait, tout ça fait un mix sur la manière dont on peut approcher l'innovation. Effectivement, l'aller vers la mobilité en tant que telle, c'est pas tout à fait nouveau. Quand j'allais chez mes grands-parents en vacances, quand j'étais petite, il y avait le boulanger qui passait, il y avait l'épicier qui passait, etc. Les camions bleus, exactement. Mais en fait, là, c'est la nature du service qui a évolué. Et cette nature de service, elle est évidemment liée, et vous l'avez dit, Monsieur Grosvalet, au trou dans la raquette, effectivement, du service public. Moi, je pense que ce qui est nouveau en tant que tel, finalement, aujourd'hui, dans les démarches d'aller vers, c'est pas tant donc ni la mobilité en tant que telle, ni l'aller vers en tant que tel, mais c'est surtout le dernier concept dont on a déjà parlé, enfin dont les autres intervenants ont déjà parlé ici, qui est celle du ramener vers. Et ça, pour moi, en fait, c'est quand même ce qui fait la différence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans aller apporter un service et j'allais dire point barre, on est vraiment dans la démarche, et en tout cas on le voit au travers des différentes expériences, quand même d'accompagner progressivement le retour vers les services publics traditionnels d'une population qui s'en est éloignée pour tout un tas de raisons.
Donc ça, pour moi, c'est quand même quelque part l'innovation aujourd'hui. Et puis, surtout, moi, je voulais dire que l'innovation, c'est pas une fin en soi. Ça paraît tomber sous le sens, mais ça va quand même un peu mieux en le disant. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, elle vise à répondre aux inégalités sociales, environnementales, territoriales de santé, dans le domaine qui me concerne. Et puis, elle vise aussi à accompagner les 3 grandes transitions auxquelles notre société est confrontée, que sont les évolutions démographiques, environnementales et technologiques et informatiques. Et en fait, c'est tout ce mélange-là qui amène à de nouvelles solutions et à réduire les différentes fractures. Elles peuvent être juste, pour moi, sur les innovations là, dans ce contexte-là qu'on peut noter. Je voulais insister sur 3 ou 4 éléments. Il y a aussi l'innovation dans les postures professionnelles. Alors, hier, je ne sais plus quel intervenant évoquait l'éducation spécialisée en disant que par nature, on allait au-devant des habitants en matière d'éducation spécialisée. Ce n'est pas le cas dans toutes les professions. La question de l'expression de la demande, par exemple, dans le champ social ou dans le champ de l'accompagnement psychiatrique, on attend l'expression de la demande. Aujourd'hui, on va aller chercher, par la création de lien social, l'expression de la demande. Et ça amène quand même des postures professionnelles assez différentes. Et c'est une transition qui est importante. Le deuxième point sur ce qu'on peut entendre par innovation, c'est aussi l'innovation entre les acteurs. La manière, mais ça a été déjà beaucoup évoqué, dont s'hybrident tout un tas de compétences professionnelles, de visions. Et c'est ça, en fait, qui va créer l'innovation également. D'un certain point de vue, quand on parle de pérédance, j'allais dire, on est quasi dans le nec plus ultra de l'hybridation et de la collaboration entre acteurs, parce qu'au final, celui vers qui on doit produire un service qu'on regardait pendant longtemps, j'allais dire, un peu en surplomb, après on a dit qu'il était au cœur. Moi, je pense qu'il est plutôt parmi les acteurs aujourd'hui et que ça, c'est un vrai décloisonnement, voilà. Et puis, l'innovation dans les modes de faire, il y a tout un tas. Alors évidemment, il y a les camions, mais il y a aussi des modes de faire qui sont très pratico-pratiques. Je pense à un objet qui est l'Eco-Apart à Nantes, qui est, j'allais dire, quasiment un concept store des économies d'énergie pour toutes les populations, mais en particulier, évidemment, pour celles qui ont le plus gros taux d'effort sur les questions énergétiques. Et puis, enfin, j'ai un petit point de vigilance sur les fausses bonnes idées de l'innovation. J'ai en tête, il y a eu beaucoup d'innovations pendant la crise Covid. Il y en a une, moi, qui m'a beaucoup interrogée et qui était pleinement dans l'allée vert, pour le coup. C'est la manière dont on a pu amener des colis alimentaires directement au pied de la porte des habitants et des habitantes qui étaient dans les plus grandes difficultés, j'allais dire, évidemment. Après, en termes de libre choix, de capacité d'empowerment, etc. Alors c'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais moi ça m'a quand même beaucoup interrogé sur la manière dont on présupposait le besoin des habitants. Voilà sur l'innovation. Ouais. Du coup, en complément, donc François Gauthier, après un passage au ministère des Solidarités, un passage aussi important dans le champ du monde associatif auprès de Emmaüs France et puis du mouvement d'Uni. Vous êtes aujourd'hui haut commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de Pays de la Loire, pardon, toutes mes excuses. Et du coup, vous avez aussi une action importante dans le champ du développement social et de réponse aux inégalités, donc à travers le soutien d'un certain nombre d'acteurs et en mettant en place un certain nombre de dispositifs. Et donc, je serais bien dans la suite de la définition de Madame Vurbin-Evin, de dire, voilà, cette notion d'innovation qui reste quand même pour vous en phase d'amorçage, notamment de vos projets, un élément important qu'on demande aussi de détailler, de justifier. Comment est-ce que vous la qualifiez? Comment cette définition aussi de l'innovation et de la démarche de l'Aller Vert est un élément aussi, je dirais, structurant dans l'accompagnement que vous pouvez apporter? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
D'abord, parler d'innovation publique ou d'innovation sociale, ça a presque quelque chose de paradoxal quand on a dans cette salle des acteurs de solidarité, parce que je travaille moi au quotidien avec les acteurs de solidarité de la région sur les questions de prévention et de lutte contre la pauvreté, et l'innovation sociale, on peut dire que c'est, vous l'avez indiqué, elle est dans l'ADN des acteurs de solidarité. Historiquement, l'ensemble des acteurs de solidarité, les associations qui accompagnent les publics les plus précaires, ils ne nous ont pas attendus pour construire des innovations de terrain. Donc c'est peut-être déjà ce premier point qui me semble important de rappeler. Ensuite, quand on parle d'innovation, tu l'as très justement indiqué, Karine, il y a différents types d'innovations. Il peut y avoir des innovations qui sont des innovations de processus, plutôt des innovations qui vont viser à moderniser, par exemple, nos administrations, et puis des innovations qui vont plutôt être des innovations de rupture, qui vont viser à adapter concrètement des solutions face à des besoins. On a évoqué des trous dans la raquette, mais c'est évidemment la question de l'adaptation soit à des besoins nouveaux. Moi je parle de pauvreté, c'est mon rôle dans la région. L'adaptation aux évolutions des formes de pauvreté, c'est par exemple mieux accompagner les familles monoparentales d'une part, ou encore les travailleurs modestes, qui étaient peut-être des publics qui étaient moins accompagnés et moins connus des phénomènes de précarité. Donc ça, c'est plutôt adapté face à des nouvelles formes de pauvreté, mais ça peut être aussi répondre à des besoins en termes de couverture géographique, et c'est évidemment un point qui est essentiel. Ce que je voudrais quand même dire, pour ne pas rentrer dans une opposition trop facile entre acteurs de solidarité qui seraient par essence innovants et acteurs publics qui ne le seraient pas, c'est vous dire que l'État, les collectivités territoriales, l'ensemble des services publics, ils se modernisent aussi et ils ont à cœur de travailler les questions d'innovation publique. Pour ça, il y a des choses qui sont mises en place. Alors, concrètement, aujourd'hui, les fonctionnaires qui sont formés dans les différentes écoles d'administration, ils sont formés à l'innovation publique. Et en ça, on a aussi des traductions très concrètes dans une région comme celle des Pays de la Loire. On a juste ici, juste sur la droite ici, l'équipe d'une structure qui s'appelle le Lab Étaline. Le Lab Étaline, c'est une structure qui est présente au sein de la préfecture de région et qui vise à accompagner précisément des projets de modernisation de l'action publique. Alors évidemment, des projets en interne, alors je ne vais pas le présenter à la place de l'équipe, mais ça peut être des projets qui visent par exemple l'accueil d'un certain nombre d'administrations, mais aussi de travailler avec les parties prenantes. Par exemple, sur cette question essentielle qui a été évoquée par Karine, de l'association des personnes accompagnées. Le Lab porte notamment un dispositif qui s'appelle un centre d'appui à la participation citoyenne. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas l'opposer aux questions d'innovation. Je pense que quand on regarde les grandes définitions de l'innovation sociale et de l'innovation publique, on a à la fois cet enjeu de mieux répondre à des besoins qui sont non couverts, mais aussi de mieux associer les personnes accompagnées qui sont concernées concrètement par ces enjeux et par ces difficultés. Au-delà, quand on regarde la question des besoins et des moyens concrètement derrière, cette question des besoins, je pense qu'elle implique nécessairement de peut-être mieux travailler la question du diagnostic partagé. Elle a été évoquée dans un certain nombre de tables rondes précédemment, mais je prendrai juste un exemple. Le sujet de l'aide alimentaire, par exemple, dans une région comme celle des Pays de la Loire. On sait que dans la région des Pays de la Loire, en termes de pauvreté, on est plutôt une région qui est mieux protégée que d'autres régions. C'est même la région de France qui a le taux de pauvreté le plus faible. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, quand on dit ça, qu'il faut regarder derrière les personnes qui sont concernées. Parce que c'est certes peut-être le taux de pauvreté le plus faible, mais derrière, on a 400 000 personnes qui sont en situation de pauvreté, dont 140 000 enfants. Alors on pourrait se satisfaire de dire que tout marche bien, et il y a quand même un élément qui me semble important à rappeler, c'est qu'on a un système de protection sociale qui fonctionne globalement bien en France. C'est l'INSEE qui nous le dit, c'est pas moi, qui nous dit que si on n'avait pas notre système de protection sociale, le revenu de solidarité active, mais aussi l'ensemble des prestations dans le champ santé, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé, et dans une région comme les Pays de la Loire, on aurait 240 000 personnes en plus en situation de pauvreté. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Mais je le nuance tout de suite par un autre point qui est sur cette question de l'accès aux droits. On sait qu'on a un enjeu, par exemple, sur la question de la lutte contre le non-recours. Le non-recours, ça adresse précisément la question d'innovation sociale et d'aller vers. Quand on sait qu'on a 35% des personnes qui ont le droit au RSA qui ne le sollicitent pas
près de 1 personne sur 2 qui a le droit au minimum vieillesse qui ne le sollicite pas, bah évidemment, ça doit nous interroger, pas juste de dire qu'il y a un droit acquis et qui doit être sollicité, de comment est-ce qu'on construit des démarches d'aller vers. Alors, on y reviendra peut-être ensuite dans les exemples, mais ça, c'est vraiment un élément qui me semble essentiel dans comment est-ce qu'on adapte nos postures, à la fois par des démarches innovantes, mais aussi en faisant plus collectif. Parce que ce qui me semble essentiel, c'est que, par exemple, sur cette question du non-recours, c'est illusoire de penser que c'est la seule responsabilité des caisses d'allocation familiale ou des caisses de mutualité sociale agricole. C'est évidemment un travail qui doit appeler une collaboration entre les services de l'État, des collectivités, des personnes accompagnées et des associations. Justement, la question du non-recours, du renoncement est au cœur de beaucoup de projets qui sont présents ici. Quand vous voyez les unités mobiles, elles traitent du non-recours au logement, du non-recours à l'hygiène, de l'éloignement sur les questions de santé ou d'accès à la culture. Donc c'est bien cette dernière portion qui est difficile aujourd'hui à intégrer par un certain nombre de services publics et qui est au cœur de votre activité. Mais justement, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on soutient? Peut-être très concrètement, là vous avez abordé la notion du diagnostic, qui peut déjà une première réponse pour voir comment ces propositions-là, ces idées, ces expertises permettent de répondre à un besoin et que peut-être de travailler plus spécifiquement la question d'abord du diagnostic, peut-être un élément structurant qui permette aussi un accompagnement et une articulation plus fine avec vos services. Oui, bah peut-être pour continuer sur la question de l'aide alimentaire, parce qu'on a parlé tout à l'heure de précarité alimentaire et d'alimentation. Vous donnez un exemple concret de la manière dont on l'illustre en Pays de la Loire. On sait que sur la question de l'aide alimentaire, il y a des zones blanches dans la région. Mais ça part plus de constats empiriques. En fait, par exemple, pour ce qui est de la Loire-Atlantique, on sait que le Pays de Ré et le nord de la Loire-Atlantique sont moins dotés concrètement en structure d'aide alimentaire. Mais d'abord, confirmer ces données, c'est conduire un travail de diagnostic. Donc, on a conduit avec l'ensemble des acteurs de l'aide alimentaire dans la région. C'est un travail qu'on a fait notamment avec une structure qui s'appelle Solinum, qui porte le SoliGuide, qui vise aussi à essayer de cartographier ces éléments. C'est d'abord pour asseoir un certain nombre de données. Puis alors après, sur la question de l'accompagnement des structures, je peux donner une autre illustration. On évoquait la question du non-recours aux droits sociaux. Le rôle de l'État, c'est à la fois de pouvoir soutenir financièrement un certain nombre d'actions, mais c'est aussi de savoir fédérer les acteurs. Et il y a 2 expérimentations dans la région qu'on peut évoquer à ce titre, qui sont les expérimentations de territoire zéro non-recours. C'est précisément des démarches d'aller vers qui sont portées dans ces territoires zéro non-recours. Donc il y en a 2 à 3 dans la région, puisqu'on a Redon agglomération d'une part, mais qui est à la frontière entre les régions, Chemillé en Anjou, en Maine-et-Loire, et puis la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie en Vendée. Alors concrètement, les exemples sur ces territoires zéro non-recours, on soutient financièrement ces expérimentations pendant 3 ans. Mais ça ne doit pas, à mon sens, se limiter à un soutien financier. C'est aussi faciliter le tour de table, concrètement. Moi, dans mon rôle en tant que commissaire à la lutte contre la pauvreté, on a souvent coutume de dire avec les collègues qu'on a un rôle d'ensemblier sur les actions de solidarité. C'est de réussir à mettre dans le tour de table, évidemment, les collectivités, les différentes caisses de sécurité sociale, des associations qui travaillent au plus près des personnes qui sont concernées et évidemment des personnes accompagnées. Dans le champ de la santé, justement, je vous repasse la parole, Madame Burbain-Evin. Là aussi, cette question de la dialectique et de l'articulation assez fine entre les acteurs porteurs de projets qui sont issus de la société civile et qui sont... je crois avoir entendu quand même ceux qui sont les pionniers, ceux qui sont les lanceurs d'alerte un petit peu et en capacité, parce qu'ils ont l'agilité pour entamer ces travaux et au plus près des territoires, nécessitent quand même là aussi un accompagnement. Donc il y a plusieurs dispositifs du côté de l'ARS qui peuvent soutenir. Peut-être ce qui est intéressant, c'est la question de l'amorçage et puis peut-être aussi toujours dans cette question de l'accompagnement, de voir comment est-ce que vous anticipez déjà la question de la pérennisation, même si ce sera peut-être le sujet de la table ronde suivante sur le financement, mais on amène tranquillement. Oui, dire que en fait la question de l'émergence de l'innovation, en fait, ça nécessite une forme d'alignement de planète entre l'ensemble des acteurs, entre la manière dont on peut capter le besoin déjà, c'est-à-dire il faut que ce besoin il soit émis encore une fois, voilà, dont on peut le capter, dont on peut l'accompagner, l'organiser dans toutes ces étapes.
Et dans ce cadre-là, chacun a son rôle et sa place, évidemment. C'est-à-dire l'expression de l'habitant, elle peut être portée par des collectifs, par des associations qui vont certainement être plus en mesure quelquefois d'aller voir après les institutions, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales. Quelquefois aussi les collectivités, tu l'as un peu dit François, les collectivités, l'État pose le cadre ou facilite l'émergence de ce besoin. C'est le cas de toutes les démarches de concertation, de participation citoyenne, etc., qui permettent aussi l'émergence de ces besoins. Pour ce qui concerne l'Agence régionale de santé, on a un certain nombre effectivement de dispositifs qui permettent d'accompagner les innovations en santé. Déjà, on a des instances de démocratie sanitaire à un moment qui permettent de capter ces besoins. On a les conseils territoriaux de santé, on a tout les processus autour des CNR, du CNR territorialisé en santé. Et de ça naissent, effectivement, si je prends les CNR, des initiatives. Dans la région, c'est par exemple le développement des ambassadeurs en santé mentale, qui sont des jeunes, c'est une idée vraiment du territoire, hein, où on forme des jeunes volontaires pour intervenir auprès de leurs pairs en sensibilisation de ce qu'est la santé mentale, du repérage, etc. Et ça, c'est directement issu, j'allais dire, du terrain. Et puis, bien évidemment, le Marsouin, il est né aussi comme ça, hein, et il a été financé au départ dans ce cadre-là pour ce qui nous concerne. Et puis on va quelquefois aussi, au travers d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt, soutenir l'émergence en l'incitant et notamment en incitant, je le disais tout à l'heure, à l'hybridation des partenaires. Quand on a travaillé sur la grande cause nationale 2024 qui était le sport et la santé, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, eh bien on a fait un appel à projet où on a incité des partenaires et des acteurs qui ne sont pas du champ de la santé à répondre à cet appel à projet parce que c'était une manière de capter du public différent et probablement le public qui était le plus éloigné ou le plus en difficulté vis-à-vis de ces questions de sport-santé. Donc très concrètement, l'appel à projet, il était ouvert par exemple aux centres sociaux. Ce n'est pas des acteurs habituels en fait hein, pour l'agence. Et puis, il y a d'autres dispositifs. Il y a l'article 51, je ne vais pas y revenir, c'est quand même assez technique, mais qui permet aussi d'accompagner sur tout le long, j'allais dire, de l'émergence du projet, de son ingénierie, de son financement, puis de sa pérennisation, des dispositifs aussi qui ne trouvent pas aujourd'hui dans le champ de nos financements de solutions très concrètes. Et puis enfin, il y a une question d'organisation des services et des services de l'agence en particulier, avec un effort quand même toujours plus important de territorialisation et de proximité. Alors évidemment, l'agence, vous le savez, elle est organisée avec des directions territoriales. Et puis au sein de ces directions territoriales, on a des chargés de développement qui sont sur un territoire. Généralement, ça correspond à un EPCI, et qui vont effectivement suffisamment interagir avec l'ensemble des acteurs du territoire pour les faire se rencontrer et pour soutenir et accompagner les idées qui permettent effectivement de faciliter les parcours de soins et de prise en charge des habitants de ce territoire. Un certain nombre de dispositifs, hein, avec un peu de limite. Vous avez notamment évoqué la question de l'appel à projet, enfin, on en a parlé, peut-être, parce que c'est aussi un sujet qu'on a abordé ensemble, Philippe Grosvalet, peut-être un petit mot là-dessus, ou se dire, voilà, l'amorçage parfois est finançable, on fait de l'hybridation, du patchwork, on va chercher un mécène privé, une entreprise, une mutuelle aussi, une collectivité, pour l'amorçage, parce que l'idée est nouvelle. Et puis ensuite, l'enjeu, c'est la pérennisation, c'est la professionnalisation des travailleurs ou des bénévoles, c'est la formation, c'est l'accompagnement au long cours. Et l'outil appel à projet est peut-être pas l'outil le plus favorable à inscrire ces projets dans la durée. En fait, il y a entre la volonté et les volontés et les expressions exprimées par, en l'occurrence, des administrations et vos structures, il y a un fossé incroyable, vous le savez, on le sait tous. Et la question de la pérennisation, en soi, à la fois, elle est sans doute un objectif à atteindre et en même temps, c'est un véritable danger.
Pourquoi? Parce que moi, je ne crois pas que les uns ou les autres qui êtes ici, vous soyez engagés dans vos structures, dans vos initiatives, pour boucher les trous dans la raquette. Vous êtes engagés pour une question fondamentalement politique, pour une vision que vous avez de la société, de la justice sociale, la vision que vous faites dans vos structures, dans vos associations, que vous êtes faite d'une société juste et qui tienne les promesses au fond du triptyque de la République, fraternelle et où l'égalité, c'est-à-dire l'accès aux droits, puisse être partout et pour tous. Alors il y a un vrai danger. Je vais vous prendre un exemple extraordinaire qui s'est produit cette semaine. Je siège, même si je ne siège pas dans son groupe, je siège à côté de Yannick Jadot dans la commission économique. Et au Sénat, en session mercredi dernier, Yannick Jadot s'est levé, on parlait d'énergie, il a dit « Vous savez que c'est Greenpeace participe à la sûreté nucléaire en France ». Alors vous imaginez le choc des cultures. Et au fond, je suis allé le voir après, on a discuté du sujet, c'est assez révélateur de la façon dont des initiatives militantes, parce qu'on ne prononce plus ce mot, peuvent bousculer la société. Alors les appels à projets, pour y revenir, évidemment, moi-même j'en ai abusé quand j'étais président du département et je me suis rendu compte très vite à la fois des effets bénéfiques, mais aussi de ce que ça induisait pour les structures et les associations de lourdeur de charge, de manque de confiance, justement dans le projet. Et comme on ne fait plus confiance sur le projet, eh bien, on demande des appels à projets. Voilà, on distingue les projets du projet politique de la structure. Donc on a changé d'époque de ce point de vue-là. Avant, l'État avait des partenaires, des grands partenaires associatifs en France et finançait des projets politiques. Maintenant, on finance des appels à projets. Voilà. Alors ça a un avantage, c'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure la sédimentation de nos financements publics, quand on a un effet ciseau et que les financements publics baissent et qu'il y a une augmentation des charges pour l'ensemble des structures qu'on finance dans le domaine social, culturel, éducatif et autres, évidemment, il y a un moment où ça ne va pas. Donc, on commence par baisser les grosses structures. Et puis, à un moment donné, on n'a plus des capacités à financer l'innovation et les appels à projets. Donc, on fait des appels à projets pour renouveler. Mais on ne peut pas les pérenniser. On les fait sur 3 ans. Donc, vous achetez des beaux camions, vous investissez, et puis 3 ans plus tard, vous vous retrouvez en situation difficile. Et puis, vous allez voir le président du département qui dit « Ah oui, c'est pas moi, c'est l'État », ce qui souvent est vrai. Enfin, l'État, pas l'État, le gouvernement. Bref, voilà. Donc, il y a à la fois un danger politique de perte de sens quand on se développe, quand on s'administre, quand on s'institutionnalise, et en même temps, il y a d'autres modes de développement. Encore une fois, là, j'observe avec attention, puisqu'on n'observe jamais aussi bien que ce qui est près de chez vous, donc l'initiative d'À vos soins, et on en parlait en préparant cette table ronde, de la relation entre un projet et un territoire. Et ça, c'est important, parce que là, on entre dans des notions d'échelle et de proximité qui, évidemment, ne sont pas non plus définis par l'INSEE. Et quand des parents d'enfants qui ont été atteints par des cancers de l'autre, ici on dit de l'autre côté de l'eau, hein, je montre c'est de l'autre côté de la Loire, dans le pays de Ré, où des taux anormaux ont semblé... Quand ici, dans la région nazairienne, non plus, ça n'est pas une définition de l'INSEE, il y a un nombre de cancers extrêmement élevé par rapport à d'autres territoires de France et qu'on dit que c'est parce qu'on est tous alcooliques, évidemment, les populations le ressentent mal. Et là, il y a un dialogue très difficile avec les administrations, avec Santé publique France, avec l'ARS. Et, voilà. Et donc, on a été capable avec cette association, et je m'étais engagé, et mon successeur a poursuivi. J'ai expliqué ça au directeur de l'ARS qui avait un peu de mal à me suivre, mais je lui ai expliqué politiquement pourquoi moi j'avais souhaité accompagner l'idée d'un observatoire territorialisé sur la question de la santé environnementale
avec des causes multifacteurs, parce que, d'abord, scientifiquement, on n'est pas trop capable de l'expliquer, parce qu'on n'a plus confiance, alors certainement pas dans les élus, encore pas plus dans les journalistes et parfois plus dans l'administration. Il faut que les citoyens s'emparent de ces sujets. Donc on a des... Alors, la question vaut sur un territoire identifié, qui a une histoire de vie, des histoires culturelles, et ne vaut pas sur les territoires d'à côté. Donc et le développement d'Avos Soins se fait, je pense, sur des territoires de confiance. Parce que sur des territoires de confiance, les acteurs se connaissent, associatifs, politiques, le département avec les maires, et l'administration, qui aussi est déconcentrée, est capable de construire des projets collectifs qui sortent des clous et d'y trouver des financements multiples et variés qui sont à la fois une façon de pérenniser vos projets, mais qui sont aussi la source de leur fragilité. Voilà. Donc, dans cette question de territoire et de culture, on peut trouver des solutions, et c'est, je pense, la façon dont des projets comme ceux que vous conduisez peuvent se pérenniser. Je pense que cette notion de proximité et de définition du territoire, elle résonne bien avec l'intervention qui a eu lieu hier avec Sébastien, qui est géographe en santé, où cette définition du territoire comme un préalable, une condition de faisabilité pour le développement d'une activité est essentielle, et que la question de la duplication est probablement pas le seul axe de développement envisagé. Donc voilà, cette notion de la proximité du territoire est important. Peut-être un petit rebond, François Gauthier et Karen Burban-Evans, sur cette question de qu'est-ce qui peut être aussi une solution dans la question de la pérennisation ou la réussite d'une action. Et puis après, on passera le micro dans la salle pour vos questions. Ou pas, hein, vous le gardez pour après, le petit mot de la fin. Juste un mot sur la question des appels à projets. En fait, si c'est le seul mode d'action de l'administration au sens large du terme, incluant les collectivités territoriales, vous l'avez indiqué, effectivement, ça peut pas fonctionner. Par contre, quand c'est lié à d'autres formes de captage, j'allais dire, des projets et d'accompagnement des projets captés, là, de mon point de vue, ça a son sens parce que ça peut quand même permettre d'aller chercher... Ça lance un appel en direction de partenaires qui n'ont pas forcément idée qu'effectivement ils pourraient être financés dans tel cadre par telle institution. Donc pour moi ça reste pertinent, si c'est pas le seul, encore une fois, et unique mode de financement. Sur la question de la pérennisation, évidemment que c'est une difficulté majeure, j'allais dire, y compris nous en tant que fonctionnaires, quand on a des projets qu'on trouve vraiment très opérants et on est bloqué quelquefois. Voilà. Alors après, j'en ai échangé, pour être tout à fait transparente avec vous, longuement hier soir avec un de mes collègues sur le fameux article 51 dont je parlais tout à l'heure, qui vise en fait à expérimenter des solutions qui ne trouvent pas aujourd'hui dans le droit commun de financement. Et du coup, alors c'est un processus, je vous l'accorde, un peu techno, mais qui permet malgré tout de vérifier la pertinence de la solution qui est proposée et de la basculer dans le droit commun sur des financements, pour parler clair, de sécurité sociale classique, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et hier, je lui dis, mais alors du coup, sur notre champ, vous m'excuserez, parce que ça fait effectivement qu'1 an que je suis sur mon poste, mais je lui dis, alors sur notre champ, au Pays de la Loire, est-ce qu'on a des projets de nature aller vers accès aux soins qu'on a pu accompagner? Donc sa réponse a été non. Donc je me suis dit que je profiterais aujourd'hui de la créativité de la salle pour vous inviter les uns et les autres à vous saisir de ce type de démarche aussi, parce que malgré tout c'est la réalité de notre administration. On est garant des deniers publics et que tout à chacun contribue à établir, et du coup il faut malgré tout rentrer dans des espèces de
de fourches codines qui permettent que cet argent soit effectivement correctement employé. Donc il faut saisir aussi des dispositifs et l'agence en tout cas est là pour vous aider à vous saisir de ce type de dispositif. C'est-à-dire que l'agence peut aider les porteurs à travailler un article 51 ? Juste un mot sur cette question de la pérennisation, qui est un sujet qu'on travaille au quotidien avec l'ensemble des acteurs de solidarité et qui m'interpelle moi aussi au quotidien. Peut-être juste rappeler quand même un point, monsieur le sénateur, on est dans un cadre aussi, pour ce qui est des financements de l'État, qui sont liés à une loi de finances. Cette loi de finances, elle est adoptée d'un point de vue annuel. On peut vouloir le remettre en cause, mais c'est un principe démocratique. Ce principe, c'est peut-être ce premier point, juste pour rappeler ce volet. Au-delà, sur la question des appels à projets. Juste vous dire, nous, typiquement, sur la question du déploiement du pacte des solidarités, qui est la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du gouvernement, on s'est inscrit depuis 2024 sur des logiques pluriannuelles. Les contrats qu'on a négociés avec les conseils départementaux et avec Nantes Métropole dans la région, ils sont inscrits sur la période 2024-2027. Et de la même manière, les soutiens financiers qu'on a pu développer, on tend à les systématiser sur des logiques pluriannuelles. Après, moi, juste peut-être un point de réflexion. J'entends dans toutes les réunions qu'on a sous ce format une forme de haro général sur les appels à projets. Alors, je suis plutôt bien placé parce que je pourrais dire à partir de cette année, nous, on ne fait plus d'appels à projets dans le cadre du pacte des solidarités. Je pense, pour rejoindre le point de Karen, qu'il faut quand même être vigilant sur ce volet-là. Dire que les appels à projets, c'est l'ennemi absolu, on va dire. Je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que dans un certain nombre de situations, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les appels à projets, ils permettent aussi une égalité d'accès à la subvention publique. Ils permettent à tout le monde éventuellement de déposer un certain nombre de dossiers, même si on sait qu'ils sont liés à un cahier des charges qui a été fixé. Peut-être 2 points là-dessus qui me semblent importants. C'est comment est-ce qu'on travaille peut-être plus en amont la question de la construction de partenariats sur ce volet, ça c'est le premier point, et comment est-ce qu'on accompagne ensuite dans la pérennisation. Sur la pérennisation, il y a 2 points qui me semblent importants. Il y a d'abord la question de l'évaluation d'impact. On travaille ce sujet avec la Fédération des acteurs de solidarité et l'URIOPS dans la région. C'est un point essentiel parce qu'une innovation, elle doit aussi être évaluée. Et je ne le dis pas d'un point de vue juste pour se dire il y a une innovation, on regarde si elle ne correspond pas au cahier des charges et on l'écarte. Non, je le dis aussi d'un point de vue collectif pour l'ensemble des acteurs de solidarité. Dans le champ de la solidarité, on a un chantier, je pense, important, qui est de savoir démontrer aussi plus fortement la question de l'utilité sociale et de l'impact social des dispositifs. Juste un exemple, et je ne serai pas trop long, une expérimentation qui a été soutenue par le Pacte des solidarités et précédemment la stratégie pauvreté, qui est l'expérimentation, par exemple, de dispositifs premières heures. Ça vise à se dire concrètement des personnes très éloignées de l'emploi. C'est difficile de les connecter concrètement à un chantier d'insertion classique et a fortiori encore plus à un dispositif d'accompagnement classique qui est lié à France Travail. Eh bien, évaluer ce type de dispositif, montrer que concrètement c'est un investissement social. Il y a une semaine, le collectif Alerte, il nous a interpellés sur ce volet-là en disant que l'investissement social que représentaient les fonds qu'on engageait, on doit aussi mieux communiquer sur ce volet-là. Donc moi, je pense que cette question de l'évaluation, elle est vraiment essentielle. Et puis ensuite, c'est comment, dans le travail d'ingénierie collectif, on amène aussi, quand le projet il a été évalué de manière positive, à aller vers le droit commun. Et tout un tas d'actions qui ont été déployées depuis un certain nombre d'années, ensuite sont branchées au droit commun et ensuite intègrent par exemple les dispositifs d'hébergement, d'aide alimentaire. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit également travailler. Merci beaucoup. Les questions ? Voilà, là, ça fuse. Merci beaucoup. Alors, il y a des micros qui vont se rapprocher, enfin des gens qui vont... Ah voilà, première question, monsieur. Fonctionne ? Oui. Bonjour, Jean-Robert Lecomte, je suis le président de la Banque alimentaire de Loire-Atlantique. Et quand on parle de pérennisation de nos associations, ça ne tient pas seulement au financement. Nos associations sont créées par le bénévolat. Et sans bénévoles, nos associations ne pourraient fonctionner. Nous avons de plus en plus de mal à recruter, comme partout, des bénévoles. Et ce qui fait que nous devons professionnaliser. Et effectivement, professionnaliser, c'est bien, mais ça a un coût. Et quand on répond à des appels à projets où on a des financements qui sont sur 3 ans, comment pérenniser le salaire d'un salarié ?
Voilà, c'est toute l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête chaque année en se disant allons-nous avoir la subvention ou pas. On va prendre plusieurs questions, peut-être, ça sera plus simple ensuite. Oui, bonjour. Catel Olivier, coordinatrice régionale pour Médecins du Monde. Alors du coup, c'est pas tant une question, mais une interpellation du collectif Aller Vert qui est en cours de construction. Et pour faire écho à vos présentations, ma question, c'est est-ce que ce collectif va avoir envie de s'engager sur un combat politique dans le sens du vivre ensemble, de l'accès aux droits, de l'accès aux soins? Et je vais faire écho à la raquette, au trou dans la raquette, puisque effectivement, quand je parle de combat politique, de vivre ensemble, on sait qu'aujourd'hui, on répond au trou dans la raquette, mais les trous grandissent tous les jours un peu plus. Beaucoup de dispositifs d'accès aux droits, d'accès aux soins sont détricotés aussi. Et il y a l'enjeu du curseur de ce combat que le collectif voudra ou pas mener, d'un plaidoyer ou pas. Et je ne peux pas ne pas prendre la parole sans à un moment donné parler de l'aide médicale d'État, voilà, et d'autres choses que chacun et chacune d'entre nous voit se détricoter sur les territoires. Donc ce collectif aura aussi peut-être à décider si effectivement c'est hyper important de parler de nos diagnostics, nos expériences, de ce qu'on partage sur le terrain, mais aussi du combat politique que l'on souhaite mener ou pas pour les années à venir et peut-être même dès maintenant. Merci. Ici, devant, hop, là-bas, et puis après, devant. Allez-y. Bonjour, merci de me donner la parole. Je travaille pour une association qui s'appelle ILOS, qui est basée sur Redon Agglomération, et M. Gauthier, vous en avez parlé, parce qu'on a investi dans le projet Territoire Zéro Non-Recours en Ille-et-Vilaine. Moi, j'avais une question, parce que vous avez parlé d'égalité d'accès que provoquent les appels à projets. Mais égalité d'accès pour quelle structure? Parce que répondre à des appels à projets, ça demande une structuration, une ingénierie en interne. Moi, je suis complètement d'accord qu'on parle de l'évaluation de nos actions. Encore faut-il qu'on ait les moyens humains de le faire. Sur le projet Territoire Zéro Non-Recours, il y a bien un financement dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Mais sur le face-à-face, sur les référentes accès aux droits qui vont aller face au public, qui vont faire des rendez-vous individuels. Mais quid de la coordination, l'ingénierie? Ça fait 2 ans qu'on bosse sur ce projet dans l'asso, mais en fait, on n'a pas de financement pour le faire. Sauf qu'on sait très bien qu'il y aura d'autres appels à projets où on n'aura pas non plus de financement sur la coordination. Et comment est-ce qu'on fait évoluer aussi ces politiques publiques pour cette ingénierie qui est nécessaire, essentielle? Je pense qu'on est un peu convaincus ici qu'il faut qu'on se parle, qu'on ait le temps de se parler, qu'on ait le temps de créer des projets sur les territoires. Mais comment vous nous donnez les moyens de le faire concrètement? On va prendre un temps de réponse et puis après d'autres questions. La question Au fond, même, ces 3 questions nous renvoient un peu quand même à cette dialectique. La fonction politique, elle est évidente et elle est parfois évidemment celle que les politiques ou les administrations veulent le moins entendre parce qu'elle justement bouscule. Il faut accepter quand on est, bon ce n'est plus mon cas, mais quand j'étais responsable d'un exécutif, il fallait accepter en même temps, je vais prendre un exemple, que l'association Bretagne Vivante nous attaque devant les tribunaux administratifs, mais que dans le même temps, on l'accompagne dans le financement pour la gestion de nos réserves naturelles. Mais c'est une mécanique qu'il faut accepter et ça veut dire que ça renvoie à la conception que nous pouvons avoir du rôle des corps intermédiaires dans la société. Et évidemment, c'est tout le temps une relation conflictuelle. D'abord parce qu'il n'y aura jamais suffisamment de moyens pour faire face aux questions que vous soulevez ou que la société soulève au travers de ces corps intermédiaires, que ce soit les associations dans le domaine de la santé, dans le domaine environnemental, dans le domaine des droits de l'homme. Et madame, nous allons peut-être, enfin c'est ce qui nous est annoncé, à nouveau examiner une loi sur l'immigration au début d'année prochaine. Je vous assure, j'ai été élu l'an dernier au moment où on a commencé à discuter d'une loi immigration au Sénat. Ça a été un choc politique et culturel pour moi.
par rapport aux engagements humanistes que j'ai toujours défendus. Et on entend des choses horribles. Et donc je crains que l'année prochaine, on entende des choses encore plus horribles que ce que nous avons entendu l'année dernière. Et ça renverra évidemment, pour beaucoup d'entre vous, à votre action quotidienne. Je pense notamment à la question des soins. Et puis, au fond, ça renvoie à la façon dont, quand vous répondez, au fond, à boucher les trous dans la raquette, donc à avoir une action publique, même si elle est conduite par vos associations, ça renvoie à la question de la professionnalisation, donc ce qu'évoquait monsieur, donc des moyens, de la pérennisation. Et là, on est évidemment dans l'effet ciseau que j'évoquais tout à l'heure, où on n'a pas on n'apporte pas de solution dans le long terme, et donc on précarise au fond l'action. Mais ça vaut aussi pour les politiques publiques. Moi, toute ma vie professionnelle et politique ensuite, on accompagnait des personnes éloignées de l'emploi, c'était le sujet numéro 1, et on leur promettait une année de vie professionnelle ou de revenus. Ces mêmes personnes replongeaient ensuite dans la pauvreté parce que le dispositif ne permettait pas de pérenniser. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai défendu le projet territoire zéro chômeur longue durée dans ce département, parce que ça permet aussi de se projeter dans le temps long. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pour permettre que lorsque des projets, comme le disait madame, ont une véritable utilité sociale, ils puissent se pérenniser au-delà de 2 ans, 3 ans ou même 4 ans. Et qu'on vérifie quand même, j'entends bien toutes les questions liées à l'évaluation et tout, mais quand on interroge maintenant des artisans, des paysans, des directeurs d'école, des médecins, des maires, sur c'est quoi leur problème principal, c'est la suradministration. Parce que leur temps à répondre soit à des appels à projets ou à des dossiers, soit justifier au quotidien de leur action. Et il y a un ras-le-bol, on le verra d'ailleurs, il y a une grande inquiétude des maires de France de savoir s'il y aura encore des citoyens dans ce pays qui auront la volonté, le courage de s'engager pour l'action publique, parce que c'est épuisant. Et c'est épuisant à tous les degrés de la société. Et dans le même temps, à chaque fois qu'on parle de simplification, on complexifie davantage les choses. Donc voilà, donc on vit... Et je pense qu'il faut qu'on vit un moment, je crois, dans notre société où l'action publique, l'action politique doit prendre le pas pour redonner du bon sens et donc bousculer un certain nombre d'institutions, parce qu'avec moins X milliards d'annoncés, il va falloir qu'on change un certain nombre de choses, qu'on pense intelligemment, mais évidemment pas pour passer des coups de rabot, mais pour trouver des solutions à celles et ceux qui sont plus éloignés de l'accès aux droits. Monsieur Gauthier, peut-être ? Oui, évidemment. Juste peut-être sur ce volet-là, vous dire, alors moi je vous ai dit tout à l'heure, typiquement sur la question des appels à projets, on a fait le choix depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, de sortir de ces logiques-là. Peut-être juste vous donner une illustration de la manière dont on peut travailler justement à la fois ces enjeux de pérennisation et de partenariat au plan local dans les démarches là qu'on a impulsées avec des acteurs de solidarité dans la région, qu'on a appelés les pactes locaux des solidarités, mais à la limite, peu importe le nom, regardons ce qu'on fait concrètement derrière. Plutôt que de partir d'une logique évidemment descendante, c'est plutôt de se dire on a des projets qui sont mis en avant par un certain nombre d'acteurs locaux, on essaye de rassembler l'ensemble des acteurs dans le tour de table, de se dire qui peut apporter quoi concrètement sur ce projet, partir de démarches très locales. C'est ce qui s'est fait par exemple en Maine-et-Loire sur des dispositifs de garderie solidaire qui sont d'abord partis de fédérations des centres sociaux avec la CAF qui partaient sur un projet très concret. On a rassemblé l'ensemble des acteurs dans ce tour de table. On a vu pour l'initiation du projet ce qui avait comme besoin de soutien financier à l'amorçage. C'est ce qu'on a confirmé il y a 1 an sur ce volet. Et après, dans l'accompagnement vers le droit commun, c'est comment est-ce que dans les outils existants, par exemple de la branche famille, des caisses d'allocation familiale, on essaye d'aller mobiliser ces outils existants. Je ne dis pas que c'est la formule parfaite, mais c'est en tout cas ce qu'on doit essayer collectivement de travailler. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi une question de posture, y compris, je le dis, du point de vue des services de l'État, d'être dans un travail à la fois plus collaboratif de co-construction d'un certain nombre de politiques publiques, peut-être une approche parfois moins descendante aussi sur ce volet-là, mais qui est aussi comment est-ce qu'on construit ce partenariat-là au plan local. C'est des mots, c'est facile à dire sur le principe. Dans les faits, quand on rassemble tout un tas d'acteurs, chacun a son calendrier de financement, chacun a sa logique, sa priorité, et faire croiser ces approches, ça ne va pas toujours de soi. Ce coût de coordination,
il est aussi important sur des projets d'innovation tels que des démarches d'aller vers. Ça représente un coût. Il faut peut-être effectivement parfois mieux le valoriser, ce coût de coordination. C'est ce qu'on fait en parfois apportant des financements et en l'inscrivant de manière plus pérenne aussi sur ce volet-là. Et y compris sur la question de l'évaluation, quand on construit des soutiens financiers, on n'a pas toujours cette logique d'isoler une part de financement dédiée à cette question de l'évaluation d'impact. On en parlait avec la FAS et l'URIOPS, où plutôt que sur cette question de l'évaluation d'impact, je sais qu'elle est parfois très critiquée, mais c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on attend en tant qu'acteur associatif, qu'est-ce qu'on attend en tant que service de l'État sur ce volet. Et parfois, on n'a pas tout à fait le même regard. Moi, j'ai vu des super évaluations d'impact conduites dans la région par des associations qui sont de très grande qualité, construites avec des personnes accompagnées, mais qui concrètement, parfois, ne correspondaient pas tout à fait à ce que nous, on attendait du point de vue des services de l'État. Donc je pense qu'on a intérêt aussi à, on parlait d'hybridation tout à l'heure, à mieux croiser nos approches. On aura d'ailleurs un temps début janvier, le 7 janvier. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez, mais pour travailler ces questions d'évaluation d'impact et de croiser notre approche entre acteurs côté État, entre acteurs du point de vue des collectivités et avec les acteurs associatifs. Et je pense que c'est un vrai combat qui est important pour nous sur ce volet-là, et je le redis, y compris dans la manière dont on arrive dans le débat public à dire que 1 euro investi dans le champ des solidarités, ce n'est pas 1 euro investi dans un trou sans fond. C'est 1 euro qui permet aussi de faire de la prévention. Toutes les actions qu'on conduit, par exemple avec les UDAF dans la région sur la question de la parentalité et du soutien à la parentalité, c'est autant d'actions qui permettront de limiter le nombre de jeunes qui seront demain à l'aide sociale à l'enfance, si je caricature un peu ces événements-là. Et ça, il faut réussir parfois à mieux le valoriser et à mieux communiquer sur ces enjeux. Et puis peut-être un mot aussi sur l'équité d'accès aux appels à projets que vous souleviez là-bas. Oui, alors, juste pour dire qu'on peut avoir aussi des dispositifs qui sont plutôt, nous, qu'on appelle appel à manifestation d'intérêt à l'agence. Et il y en a un notamment que j'ai en tête dans mon secteur, qui est celui sur la lutte contre les addictions, où en fait le porteur de projet, soumet son idée presque, alors un peu plus étayée certes, mais son idée, et travaille avec une équipe, pour le coup, qui est financée par l'agence, pour le travailler, l'approfondir, le construire de manière à ce qu'il puisse effectivement correspondre, rentrer dans les objectifs, dans les orientations, dans les partenariats attendus. Donc voilà, il y a aussi ce type quelquefois d'accompagnement à la maturation des projets qui peut exister sur des financements ou des propositions qu'on peut faire. On va prendre une autre série de questions. Alors, je vois 4 mains. On va prendre les 4 mains. Bonjour, Nicolas, directeur de l'association À Vos Soins. On est réunis aujourd'hui pour créer un collectif de l'Aller Vers. De ce que vous évoquez, je me posais la question de si, par rapport aux problématiques d'ingénierie, de coordination, de structuration de fédérations ou d'associations, la question, vous la voyez venir, est-ce qu'on peut imaginer du coup un financement pour structurer une démarche collective qui a été lancée aujourd'hui et hier, parce qu'en fait, on aurait sûrement moyen de faire une grosse plus-value de nos démarches. Il y a beaucoup d'ateliers qui ont été menés dans les alvéoles derrière, et on voit qu'il y a une attente de fédération. Hier soir, on a Marguerite Cazeneuve de la CNAM qui nous a dit qu'il fallait qu'on se réunisse pour pouvoir définir des appels à projets ensemble et du coup pouvoir répondre et trouver des financements. Si on veut une société plus juste et plus équitable et faire du plaidoyer, comme ça a été dit tout à l'heure par Médecins du Monde, on a besoin de se réunir, on a besoin de soutien. Donc la question, elle n'est pas visée pour vous spécialement, mais est-ce que vous pensez qu'on peut trouver du coup des financeurs qui nous aideraient à nous structurer ? Merci. Donc moi, je suis Laura Nagalé-Andro, coordinatrice de l'association Bulle Solidaire. J'étais sur une table ronde hier. J'ai pas tant une question, mais c'est pour rebondir donc aux collègues Médecins du Monde et Banque Alimentaire. Je partage totalement ce que vous avez partagé tout à l'heure. Et c'était simplement pour rappeler le fait que le travail social est éminemment politique. Ça peut sembler évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et il y a quand même un gros processus de dépolitisation du travail social. Je le vois aussi étant formatrice
en centre de formation, un travail social. Et les centres de formation eux-mêmes tendent vers une dépolitisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop militant, il ne faut pas être trop engagé. Quand on fait des dossiers ou des mémoires, il ne faut pas choisir des sujets trop glissants, etc. Or, je pense que ça n'est pas la bonne solution que de penser comme ça. Et au contraire, nos actions, quelles qu'elles soient, sont profondément politiques. Et je pense que c'est essentiel de l'avoir en tête pour pouvoir avancer. Et voilà. Merci. Bonjour, Pascal Petit de Malakoff Humanis, groupe de protection sociale. J'ai été... ce que vous avez dit, Monsieur Gauthier, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, dans notre volet d'action sociale sur le côté d'intérêt général qu'on porte dans le champ de la retraite complémentaire, bien sûr, on est des financeurs. Hein, voilà, c'est le témoignage d'un financeur qui dit aussi vouloir être un assemblier, c'est-à-dire qu'on a aussi ce discours de dire que on va au plus proche, on souhaite aller au plus proche des territoires parce que ce sont bien les acteurs locaux qui connaissent les problématiques, les difficultés que rencontrent les publics que l'on souhaite accompagner. Et donc on a cette volonté de rassembler un certain nombre d'acteurs qui soient publics, de la société civile, les collectivités, etc. Et donc, ce qui m'a interpellée, c'est lorsqu'on parle d'appel à projet, alors nous, bien sûr, on finance des appels à projet, donc on est bien mal placé pour dire que c'est pas bien. Mais à côté de ça, on a cette volonté d'accompagner nos partenaires dans j'ai perdu mon mot, la complétude des dossiers d'appel à projet, parce que les petites associations qui travaillent de manière très locale n'ont pas ce temps d'ingénierie pour compléter tous les dossiers auxquels elles pourraient prétendre et tous les appels à projet. On l'a bien vu, parce que quand on va rencontrer une petite association, on lui dit « il y a tel appel à projet, il y a tel appel à projet ». Mais oui, ok, mais je n'ai pas le temps de le faire. Donc comment on accompagne la structure pour l'aider à accéder à un certain nombre de financements autres que les nôtres, parce que nous, on sait bien que c'est pareil, il y a une finitude à nos financements. Donc on essaye de faire ça très modestement hein, à notre niveau. Hein. Sur l'Ouest, on est 14 salariés, vous voyez, on ne va pas bien loin. Hein, mais bon. Et puis, sur le sujet de la mesure d'impact social, on a aussi cette démarche d'accompagner nos partenaires. Et là encore, on choisit de financer, quand on décide avec un partenaire que c'est important pour son activité, pour sa visibilité, pour son cofinancement, de mettre en place une évaluation de l'impact social, et ben on décide, nous, financeurs qui accompagnons la mise en place de l'activité, aussi de financer l'impact social, parce que c'est aussi dans notre rôle d'accompagner le plus loin possible notre partenaire pour pérenniser son activité, même si on sait que nous, à un moment donné, on ne sera plus là. Il faut que nous, on soit accompagnants aussi en tant que financeurs, j'insiste, parce qu'on est privé, mais bon, je me dis peut-être que sur les volets publics, il y a peut-être aussi ce rôle à jouer d'accompagnant le plus loin possible des structures sur ces sujets. Merci. Merci. Et on prend une dernière question. Merci, madame. Oui, bonjour. Didier Fauchard, donc président de la commission régionale prévention pour la mutualité française. Je vais juste, alors je rebondis pour aller juste au bout dans le continuum, parce qu'on voit que c'est un temps long, que nous, en tant que cofinanceurs, on peut participer aussi à ces innovations. La crainte que j'ai, c'est que quand on nous demande justement d'accompagner jusqu'à la preuve, quand la preuve est là, on est quand même parfois dans une situation où, malgré tout, le financement n'arrive pas et que l'article 51 devient quelque chose qui serait pérennisé. Je vais juste donner l'exemple de l'accompagnement qu'on a pu avoir sur le sport santé avec le Lab Sport qui était présent hier. Les preuves sont faites,
On sait que les personnes en ALD pourraient bénéficier d'une prise en charge. Malheureusement, le cofinancement reste un cofinancement parce que le financeur principal ne vote pas ou ne souhaite pas prendre en charge la partie qui lui reviendrait. Donc, cofinancer quoi quand derrière la preuve est faite? Moi, je voudrais juste qu'on aille au bout de la logique et que le continuum, quand on voit l'investissement des structures, il faut qu'on puisse arriver à cette certitude que derrière, il y aura une pérennité. Donc je pense qu'on ne va pas répondre. Il y a eu plusieurs témoignages qui n'appellent pas forcément de réponse. Autrement, on pourrait passer encore 1 heure à échanger. Donc ce que je vous invite, c'est peut-être une réponse courte chacun d'entre vous. Et puis après, de toute façon, vous restez sur le temps du déjeuner. Donc n'hésitez pas à poursuivre la réflexion et puis à rejoindre la salle à 14h15 pour une autre table ronde qui va aussi permettre de faire le lien avec notre réflexion. Donc un mot rapide de fin, peut-être en répondant... Peut-être juste un point notamment sur l'interpellation du futur collectif de l'Aller Vert. Alors, on ne va pas prendre un engagement ici d'un soutien financier ou autre. Ce qui est important, par contre, c'est que ces éléments que vous partagez, on puisse les remonter aussi au niveau national. Alors, il y a eu des échanges déjà hier avec le ministère de la Santé. Moi, je vous propose de faire le relais aussi avec l'équipe de la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté pour à la fois mettre en avant vos travaux et les réflexions qui ont été portées, qui adressent plein d'éléments sur la structuration, les enjeux de mutualisation, d'accompagnement sur les questions d'ingénierie, et qui, je pense, doivent aussi nous amener à renforcer nos échanges, à la fois sur un plan territorial, pour ce qui me concerne en Pays de la Loire, mais peut-être plus généralement aussi avec les acteurs nationaux. Et juste un micro-point, évidemment, la question du travail social, pour moi, c'est pas une question qui est déconnectée et qui n'est pas politique. C'est pour moi un point qui est essentiel. Pour avoir été dans mes précédentes fonctions dans des associations, je pense par exemple au Mouvement d'Uni ou à Emmaüs France, c'est dans l'ADN de ces associations d'avoir cette logique de militance. Il faut que chacun soit juste dans son rôle dans ces cas-là. Je suis aujourd'hui maintenant du point de vue des services de l'État. Je sais quel est mon rôle aussi dans ce cadre-là, mais je sais que c'est important d'avoir ces interpellations qui sont portées et qu'on puisse justement approfondir le dialogue et sortir peut-être parfois d'une défiance qu'il peut aussi y avoir entre acteurs associatifs et acteurs publics. Parce qu'il peut y avoir des positions qu'on a chacun, mais il faut qu'on puisse aussi construire sur des actions concrètes. Voilà. C'est difficile en fait de conclure là comme ça après les échanges. Effectivement, moi je suis désolée, je suis un peu en boucle, mais je pense que la question de l'hybridation elle est valable pour tout le monde, c'est-à-dire associations, services de l'État, habitants, société civile, etc. Et que c'est un peu béni oui, mais en tout cas on a besoin effectivement d'avancer les uns vers les autres. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, si je peux, Edgar Morin disait que toute innovation transformatrice est source de déviance. Donc ça suppose, dès lors qu'on veut innover, une forme de persévérance, de force de conviction, et que tout ça, finalement, doit être extrêmement préparé, extrêmement travaillé. Alors ça demande effectivement beaucoup d'abnégation souvent, et c'est aussi la force, pour le coup, des militants et des militantes que de pouvoir porter ces innovations-là. Voilà. Oui, je reviens au site finalement, puisque j'ai commencé mon propos sur ce sujet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette ville, elle est connue parfois pour sa capacité à innover sur le plan technologique. On y construit des avions, des bateaux, des éoliennes aujourd'hui en mer. On a été le premier parc éolien offshore. Mais au fond, la richesse de cette ville, c'est son patrimoine social. C'est sa capacité, la capacité qu'elle a toujours eue à faire de l'innovation sociale. Les bourses du travail, les castors dans le domaine du logement et plein d'autres initiatives sont nées dans cette ville parce que c'est une ville qui a souffert, c'est une ville qui a lutté, donc c'est une ville qui a toujours mis la question politique au cœur des grands enjeux. Donc je ne vous démentirai pas, madame, pour dire qu'effectivement, les sujets qui sont les nôtres sont des sujets politiques. Et au cœur de ces sujets quand même, vous l'avez rappelé, nous allons discuter du projet de loi de finances et c'est en ce sens où je suis extrêmement pessimiste. Parce que la question du ruissellement, qui a déjà été maintes fois évoquée, aujourd'hui en tout cas, ce dont je suis sûr, je l'ai dit à mon successeur à la présidence du département, je ne voudrais pas être à sa place aujourd'hui.
parce que le ruissellement est tari, hein, et quand l'État est en difficulté, et il y a des difficultés financières au niveau de l'État, ce n'est pas quand on a une dette abyssale, il y a une vraie réalité financière qui pose la question des recettes et des finances, donc c'est le débat que nous aurons sur le plan politique. Quand les régions annoncent ici en Pays de la Loire, moins 100 millions d'euros dans son budget. Quand mon successeur évoque encore récemment les difficultés et la baisse conséquente de recettes, à un moment donné, le ruissellement ne se fait pas et ça se traduit sur l'ensemble des corps intermédiaires, les communes et ensuite les associations et les structures. Et donc, vous qui êtes finalement le dernier maillon du ruissellement, eh bien, ça va supposer effectivement des périodes, une période où il va falloir se repenser les choses. Et que, alors là, je finis sur une note optimiste, Nicolas. Oui, il faut que nous fassions valoir. Alors pour le coup, dans le cadre d'un circuit court, c'est-à-dire directement au sommet de l'État, que l'action que vous conduisez, que les actions que vous conduisez, que les initiatives, au fond, c'est un peu comme quand une nation investit sur la recherche et le développement. Eh bien, il faut que nous investissions sur l'ensemble de ces initiatives. Et donc, je le disais tout à l'heure, Nicolas, amenons un camion d'Avossoin devant le Sénat, trouvons les bonnes entrées avec l'État en territoire pour que qu'on puisse présenter vos actions auprès d'un ministre, d'une ministre, d'un ministère. Je m'engage, moi, en tout cas, à faire le relais et à pouvoir faire valoir ce que vous faites ici. Ce que vous avez montré, ce que vous montrez ici, que nous allions vers le haut sommet de l'État et qu'on puisse convaincre du bien fondé de vous accompagner, de vous soutenir et que ce que vous faites, c'est bon pour la nation et c'est bon pour les valeurs de la République. Merci. Merci à toutes et tous.